Les marchés mondiaux tremblent depuis l'épicentre en Chine, Evergrande. Quelles en sont les causes? Quelle est la situation? Quelles sont les options possibles? On essaye de reprendre les vidéos quotidiennes, on creuse un sujet en particulier, l'objectif étant que ce soit accessible à tous. J'espère que vous apprécierez. Le géant immobilier croule sous 300 milliards de dollars de dettes. C'est le promoteur immobilier le plus endetté de toute la Chine. Ça semble quand même relativement logique. Sachant qu'il a déjà prévendu 1,4 million d'appartements pour 170 milliards de dollars. 778 projets en cours dans 223 villes. Ça concerne de plus de 200 000 salariés pour plus de 3,5 millions d'emplois indirects. Comment est-ce qu'il s'est embarqué dans cette histoire? Notamment parce que le marché immobilier en Chine, c'était en mode FOMO. On urbanise à bloc. On achète 1, 2, 3 appartements, même s'ils sont vides, c'est pas grave parce qu'on nous le vend pas comme de la spéculation, mais au contraire, comme une valeur refuge. Bah oui, l'immobilier c'est sûr, zéro risque. Et tellement Evergrande est en mode croissance qu'il a voulu se diversifier. Alors, avide de pouvoir aussi un petit peu. Le gouvernement a imposé de dire, bon, le secteur IMO, ça va, t'es bien dedans, mais ça serait bien diversifié pour éviter justement les risques. Du coup, il a investi dans le streaming vidéo, les mutuelles de santé, la fabrication de lait. Bah oui, hein, pour un promoteur immobilier, ça semble logique. Hein. Des coopératives d'élevage de cochons. Ah, ça va loin, hein. En termes de diversification, là, je pense qu'on est au max. Le club de football, on en avait déjà parlé. Guangzhou, si maintenant je sais le prononcer, sinon, pour tous les supporters du club de football Guangzhou, toutes mes excuses. Les parcs d'attractions. Et dernier projet en date, même s'il y capte que dalle, les voitures électriques. Les premières alertes concernant la santé de l'entreprise ne datent pas d'hier. Ah oui, ça a commencé en 2018. La banque centrale chinoise l'a même inscrit dans un registre pour surveillance accrue à cause du risque. Ah oui, endettement excessif, trop gros, la faillite pourrait peser quand même sur l'économie du pays. Visiblement, la banque centrale a eu le nez creux. En 2020, le régulateur va imposer des limites à la dette sur le secteur immobilier. Et c'est là, justement, qu'Evergrande a commencé à vendre 28% de ses actifs, plus particulièrement ses activités de gérance immobilière, avec, bien entendu, une décote importante. Juin 2021, le régulateur interdit strictement et purement toute vente si les travaux ne sont pas terminés. Sauf que, et c'est là où ça devient subtil, c'est que Evergrande, pour pouvoir lancer d'autres ventes, d'autres projets, elle utilisait la vente des nouveaux projets qui n'avaient pas encore commencé pour pouvoir financer ceux qui avaient été promis. Plus de projets vendus, plus de projets à proposer, jusqu'à ce que tu deviennes trop gros, et là, les prix de l'immobilier commencent à baissouiller un peu, et le problème, c'est que le secteur immobilier en Chine, ça pèse 30% du PIB. Ça, c'est d'après les Échos, alors ça date d'il y a quelques années, mais au même moment, aux États-Unis par exemple, le secteur immobilier ne représentait que 15% du PIB. L'action a été divisée par 3 en un an. Elle a été suspendue hier à cause... on ne sait pas encore. Probablement à cause d'un non-remboursement de coupons, des obligations détenues par les créanciers qui doivent recevoir un intérêt en échange. Peut-être qu'elle va annoncer une cession d'actifs majeure, restructuration du capital, peut-être même d'ailleurs les deux. Le problème aussi, c'est que s'il y a un fonds qui a investi à mort dessus, ou d'une manière relativement conséquente, et que Evergrande commence à poser le bilan, forcément il va y avoir un risque derrière pour les boîtes qui ont investi. Réaction en chaîne. Et là, c'est la merde. Après, il y a le remboursement de dettes onshore et de dettes offshore. Onshore, c'est dans le pays, en Chine, et offshore, tout ce qui est étranger. Alors, Evergrande a dit avoir trouvé un accord avec les créanciers, les détenteurs d'obligations, sauf que, si elle a trouvé l'accord et que le règlement, 30 jours après cet accord, n'a pas été honoré, là, c'est mise en défaut, hein. Ah oui, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Mais en attendant, il pourrait quand même encore trouver du temps, comme certains l'ont déjà fait. Comme Peking University Founder Group. C'était en décembre 2019. Pour info, Evergrande, d'ici la fin de l'année, elle a des factures à honorer à hauteur de... Alors non, c'est pas 300 balles, j'étais pas loin. 15 milliards de dollars de factures d'ici la fin de l'année. Non, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même tellement énorme. Sachant qu'en juin, elle avait sur son compte bancaire 13 milliards de dollars. Donc, ça va poser problème à un moment. Hein. Et dans la situation actuelle, elle n'a que d'autres choix de céder des actifs à des prix... les pâquerettes, c'est les soldes. Elle continue ce qu'elle a commencé en juin. Elle a vendu par exemple pour 1,5 milliard de dollars de ses actifs à une banque régionale. Ça, c'était la semaine dernière. Et c'est forcément que le début. Du coup, t'as posé l'option là pour l'élevage de cochons. Non, mais parce que ça peut m'intéresser, tu vois, là j'ai un peu de place et tout. Ou le club de football. Ils sont bons les joueurs, il y a des mardes. On peut peut-être faire un élevage de cochons sur le stade de foot peut-être du club.
Alors, concernant la suite, il peut y avoir plusieurs options. Déjà, se pose la question de la sauvegarde de la Chine. Ça semble une option relativement évidente, mais non. Parce que si toutes les boîtes se disent « Ah bah c'est bon, il y a la Chine qui est là, donc on peut faire nawak, open bar toute la nuit, ou au pire, pas grave, il y a quelqu'un derrière qui assure », ça incite bien évidemment à faire n'importe quoi, hein. Ça lance quand même un mauvais message. Concernant la restructuration de la dette, c'est fortement possible. Ça évitera une contagion, que ce soit au travers d'autres acteurs, sur tout le secteur, mais également sur toute l'économie, voire toute la planète. Pékin pourrait quand même privilégier les détenteurs de dettes chinois pour éviter donc le risque systémique dans le pays et ne pas apporter de garantie aux détenteurs de dettes étrangers. Donc, par exemple, Amundi et BlackRock y seraient exposés. Visiblement, ça n'inquiète pas les banques, hein. Ah, Christine nous a dit que l'exposition directe était limitée. S'il l'a dit, ça doit être vrai. Jérôme Powell, son homologue américain, donc de la Fed, la situation semble très particulière à la Chine, qui a une dette très élevée pour une économie de marché émergente. Fin de la citation. Ensuite, ce qui pourrait être le cas, c'est que les projets qui ne sont pas terminés seraient redistribués à d'autres promoteurs, mais on en file à plein d'autres pour éviter un oligopole. Bref, ça veut dire diversifier. Et l'autre option, alors ils n'ont pas attendu qu'on y réfléchisse pour le mettre en place, hein, les banques centrales. Ah ben on injecte, on verra bien. Ça, tout le monde sait faire, hein. Alors il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, même en zone euro, hein. On va juste à côté la BOJ, la Banque centrale du Japon, ça sait faire déjà depuis 20 ans, la Banque centrale chinoise a déjà injecté 100 milliards de dollars, juste à cause de ça. Même si aujourd'hui, alors je parle vraiment d'aujourd'hui, hein, les gros niveaux sur les indices, on l'a vu dans le débrief hebdo dimanche, tiennent, c'est pas terminé, faut faire quand même très attention à la suite. Le point positif, si j'ai envie de dire, c'est pas positif, mais pas forcément ultra négatif, c'est que c'est pas une méga surprise, ça fait un moment qu'on a l'info, les marchés ont l'info, ça évite l'effet de surprise, genre à la Lehman Brothers, quoi. Et visiblement, ça n'inquiète pas les banquiers centraux pour le moment. En tout cas, ceux qui sont en dehors de la Chine. Il risque d'y avoir des dommages collatéraux. La question est de savoir qui, quelle ampleur. Il y a encore donc beaucoup d'inconnus. Et ça, le marché n'aime pas les inconnus. En attendant la suite et les différents communiqués, sachant que donc le marché n'aime pas l'incertitude, vaut mieux prévoir si ça part en sucette. Les stop loss, les stratégies de couverture, à quel niveau je renforce, je paye, je short, etc. On parle de niveau weekly, hein. Là c'est plus du 5 minutes. Et si ça passe, si jamais on arrive à sauver sans que ce soit un dommage intersidéral, le meilleur moyen d'être averti, c'est de se placer des alertes régulièrement, quotidiennement, sur des niveaux daily, weekly, au cas où. Disons que pour le moment, il n'y a pas d'urgence. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format de vidéo très court et peut-être même journalier. Et je vous dis à très vite. Ciao!